Bonjour à tous et à toutes. Le Cerium vous présente sa deuxième capsule. Les capsules du Cerium, c'est des courtes vidéos dans lesquelles on vous explique un enjeu international en quelques minutes. Pour celle-ci, donc, l'armistice de 1918, qu'on souligne le 11 novembre cette année. Alors, qu'est-ce qu'un armistice? Qu'est-ce que ça a donné? Quelles ont été les suites également à ça? C'est des questions que je pose à Carl Bouchard, co-directeur du Cerium, bonjour, et professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Donc, oui, entendons-nous sur les concepts. Qu'est-ce qu'un armistice exactement? Ben déjà, la chose la plus importante à comprendre, c'est que l'armistice, c'est pas la fin de la guerre. Oui. Donc, le 11 novembre 1918, à 11h, on décide de cesser les combats. C'est un contrat qui est établi entre les belligérants. Dans ce cas-ci, c'est l'Allemagne qui a demandé aux belligérants de cesser les hostilités. Donc, ce n'est pas un cessez-le-feu qui est plus informel. Il s'agit véritablement d'un contrat qui va être établi entre les belligérants sur la fin de la violence, en fait, la fin des combats réels. Et puis, par la suite, il y aura une négociation qui va mener à la paix. Donc, c'est peut-être le point le plus important, c'est celui qui n'est pas évoqué dans l'espace public. Donc, le 11 novembre, c'est la fin des combats, mais ce n'est pas la fin de la guerre. La paix arrive plus tard. Mais c'est l'Allemagne qui l'a demandé, mais ce n'est pas une capitulation non plus. Non, c'est pas une nuance importante, je pense. Oui, tout à fait, parce que la capitulation, c'est l'armée qui décide de mettre fin au combat. Là, dans ce cas-ci, c'est le gouvernement allemand qui fait la demande officielle. En l'occurrence, il y a quelque chose de très particulier en Allemagne. Le 9 novembre, l'Empire s'effondre. Donc, c'est une république qui va prendre le relais de l'Empire allemand. L'empereur va quitter, il va fuir l'Allemagne. Et c'est donc un gouvernement civil qui va demander la fin des combats. Et là, on commémore le 11 novembre 100 ans, les 100 ans de l'armistice. Le traité de paix de Versailles va se produire presque un an plus tard, en juin 1919. Pourquoi on ne souligne pas le traité de paix? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que c'est lié en fait à la violence de cette guerre. C'est la première fois que les Européens, les Européens ont commis beaucoup de violence contre d'autres peuples, mais c'est la première fois qu'en Europe, de mémoire d'homme ou depuis au moins le 17e siècle, on a une telle guerre qui dure aussi longtemps et d'une telle violence. Et donc le simple fait d'arrêter les combats, c'est vu pour les peuples comme étant le moment le plus important. En fait, c'est moins l'arrangement politique entre les vainqueurs qui importe que le fait que, pour la première fois, première fois depuis 5 ans, des millions d'hommes vont cesser de se battre. Et donc, ça donne aussi une idée de la nouveauté de la Première Guerre mondiale. C'est que c'est une des premières fois où on a des masses aussi importantes de soldats qui se combattent. Il y a 10 millions de soldats en Europe qui sont sur les champs de bataille. Ces gens-là vont revenir à la maison. C'est donc le soulagement de la fin de la violence qu'on va souligner. Que la violence physique, le carnage s'arrête. Exactement. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Parce que, en fait, juste pour rappel historique, ça aurait pu ne pas tenir. Oui, tout à fait. Je le disais tout à l'heure, c'est un contrat. Un contrat, ça veut dire que l'Allemagne, qui a demandé la fin des hostilités, doit respecter certaines règles. Et donc, le 11 novembre, elle va signer un document qui dit, vous devez, par exemple, nous donner vos armes lourdes. Vous devez ramener les bateaux de guerre à bon port. Et en plus, on va les récupérer par la suite. Vous devez sortir vos troupes des territoires que vous occupez. Donc, on respecte certaines règles. Et ce traité, ce contrat, en fait, il est renouvelable toutes les 6 semaines. Donc, chaque 6 semaines, on réévalue. Est-ce qu'on recommence la guerre ou on ne recommence pas la guerre? Et ça va continuer jusqu'au mois de juin, jusqu'à la signature officielle du traité là, entre l'Allemagne et les belligérants le 28 juin 1919. Donc, pendant ces 6 mois-là, il y a un peu plus de 6 mois, 7 mois, il y aura toujours cette réévaluation. Dans les faits, c'est extrêmement difficile de recommencer la guerre. Puis justement, ce qu'on disait tout à l'heure, les soldats, enfin, ne combattent plus. Remotiver des troupes à faire la guerre aurait été à peu près impossible. Mais on se pose quand même la question. Une question qu'on s'est posée, par exemple, à l'époque, c'était, et si on continue jusqu'à Berlin? Là, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a envahi la Belgique et la France sur le front ouest, mais aucune troupe alliée est allée du côté de l'Allemagne. Donc, un des leviers qu'on a utilisé pour l'Allemagne, c'est de dire, respectez le traité, parce que sinon, nos troupes vont rentrer dans votre pays. Donc, c'est une façon de respecter le contrat. D'accord. Dernière question. On voit un coquelicot sur la boutonnière, effectivement, de peu près tout le monde. Pourquoi le coquelicot? Le coquelicot apparaît très rapidement après la fin de la guerre. C'est une infirmière franco-américaine qui commence à développer un peu cette idée de
de produire, en fait, elle le fait avec des tissus, de produire une fleur qui, vendue sur les marchés, vendue sur la place publique, va permettre de financer des associations pour les mutilés de la Première Guerre mondiale, donc des soldats qui reviennent au pays. Et on utilise le coquelicot en particulier parce que c'est une fleur qui pousse beaucoup dans le nord de la France, et en particulier, c'est une des premières fleurs qui pousse après les combats. Et donc, c'est une fleur aussi qui est extrêmement fragile. On peut pas dès qu'on l'accueille, elle meurt. Donc, ça montre aussi la fragilité de la vie, la fragilité exactement, et puis la fragilité de la paix. Donc, c'est à ce sens-là que ça va devenir un symbole extrêmement important. Ça reste quand même assez limité au monde anglo-saxon. On ne va pas retrouver des coquelicots en grand nombre, par exemple, du côté français ou du côté belge. Comme au Québec, d'ailleurs. Exactement. Du côté du Canada français au Québec, effectivement, c'est beaucoup plus limité. Peut-être pas pour les mêmes raisons, par contre. Pas pour les mêmes raisons, effectivement, parce qu'au Québec, on a un rapport très différent à la Première Guerre mondiale. Et il faut garder aussi à l'idée que ce coquelicot, maintenant, ne représente plus simplement la Première Guerre mondiale, la mémoire de la Première Guerre mondiale, mais la mémoire des morts de toutes les guerres. C'est ce qu'on va commémorer aussi le 11 novembre maintenant. Ça devait être la guerre qui allait mettre fin à toutes les guerres. Oui. Et finalement, ça n'a pas... non, ça n'a pas été eu lieu. Oui. Donc c'est pour ça qu'on souligne peut-être, ou c'est peut-être une autre raison pour laquelle on commémore toutes les guerres depuis voilà, on a décidé le 11 novembre 1918 de mettre fin à cette guerre, et on a décidé de ne plus jamais l'oublier. Donc c'est un des signes de l'importance de la Première Guerre mondiale. On doit constamment le rappeler. Puis rappelez-vous, même le 11 novembre, c'est une des phrases qui revient très souvent. N'oublions jamais, lest we forget. On doit toujours se garder en mémoire la Première Guerre mondiale. Mais évidemment, le temps passant, et d'autres guerres étant encore plus catastrophiques, eh bien on s'est dit, au lieu d'augmenter le nombre de jours fériés et qui vont souligner des guerres, on va rapatrier tout ça autour du 11 novembre et en faire une cérémonie œcuménique en ce sens-là, c'est-à-dire qu'il va aller rejoindre l'ensemble des personnes qui se sont sacrifiées dans le cadre des guerres. Tout à fait. Carl Bouchard, merci. Avec plaisir.